j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, nous sommes le mardi 21 avril, si je ne me trompe pas. Alors, donc, un petit peu de nouveauté, mais pas beaucoup, parce que, donc, j'ai continué Un fils en or, de Shilpi Somaya Gouda. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur l'autrice, parce que je pensais pouvoir valider l'Inde avec ce roman. Et non, parce qu'en fait, elle est canadienne, d'origine indienne. Ses parents sont nés en Inde, ont grandi en Inde et ont émigré au Canada, où elle est née. Donc je ne pourrais pas valider l'Inde, mais c'est dommage parce que c'est très 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 bien décrit. Alors, j'aime beaucoup. J'en suis à la page 348 sur 530, donc il me reste presque 200 pages quand même. Je vous avais parlé du résumé, je vous avais dit que ça ne correspondait pas au livre. Et honnêtement, oui, j'ai l'impression que la personne qui a écrit la quatrième de couverture n'a pas lu le livre, qu'on lui a juste raconté, parce qu'en fait, ce qui est écrit en quatrième de couverture ne se passe en fait que dans la troisième partie. Là, je suis arrivée à la troisième partie et on sent que se dessine ce qui est écrit dans la quatrième de couverture. Donc, ce n'est pas faux, mais en tout cas, en fait, en faisant ce résumé ou cette quatrième de couverture, ça spoil en fait la fin et ça ne nous parle pas du tout des débuts. Et du coup, ça change carrément l'histoire. Donc c'est une très très belle histoire, très bien. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'attends de lire la troisième partie. Et quand je l'aurai fini, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé et un petit peu plus du résumé. Ensuite, j'ai bien continué la saison des murs que j'ai eu grâce à NetGalley en e-book. J'en suis arrivée à 50%, donc c'est cool. J'aime beaucoup. Je vous avais parlé de Straff il y a quelques semaines, qui est un roman aussi suédois, traduit en français, où on nous parle des Samis, c'est-à-dire du peuple lapon, donc qui est au nord de la Suède, et comment ils ont été traités par la Suède. En fait, on les a obligés à aller dans des écoles spéciales où il y a eu de la maltraitance, où on leur interdisait de parler leur langue et tout ça. Donc, en fait, une assimilation forcée. Et là, on nous parle un petit peu de la même chose, mais sous un autre angle, parce que je vous avais dit qu'on était en 1938 avec Steve, et de nos jours avec Eva, et non pas Emma. Et en fait, j'apprends plus tard que Eva est la petite fille de Steve, mais en fait, Eva ne connaît pas grand-chose en fait de la vie de sa grand-mère, notamment de ses grands-parents. Sa mère, on sait qu'elle est un petit peu folle et elle ne s'entend pas très bien avec elle. Et son père, il a disparu quand elle avait 3 ans. Et c'était le fils de ses grands-parents. Donc voilà, elle est un petit peu là-dedans. Et en fait, elle est obligée de retourner sur ses terres natales, où elle a hérité d'une forêt, parce que elle travaille pour une entreprise de déforestation, enfin d'exploitation forestière. Et il y a des écolos qui se mettent dans les pattes de cette entreprise pour les empêcher d'abattre certaines forêts. Et donc, elle va être obligée d'y retourner, mais ça fait très longtemps qu'elle n'y est pas retournée. Et en fait, elle va re-rencontrer les personnes qu'elle connaissait. Et du coup, ça va un petit peu la chambouler. Elle va être un petit peu menacée aussi. Et surtout, ce qui est important là dans l'histoire, c'est qu'on a en fait une double temporalité. Et en fait, on est avec Siv, surtout en 1938. Comment elle a été envoyée en tant que cuisinière dans un camp de bûcherons, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Et en fait, comment finalement elle va prendre goût à la liberté. Et voilà, donc on ne sait pas, enfin je pensais savoir avec qui elle s'était mariée, mais en fait non, parce qu'on nous parle toujours de Siv, et en tant que la grand-mère d'Eva, mais on nous parle pas, enfin on nous parle du grand-père, mais on ne le nomme pas, donc je pensais savoir qui c'était, et en fait non, et visiblement c'est pas la personne à laquelle je pensais. Mais ça pareil, j'ai dû me faire tromper à cause du résumé qui a dû être trompeur, mais c'est pas grave. Mais en tout cas j'aime beaucoup, et donc je vous disais, dans cette histoire-là, on est encore avec cette confrontation entre les Lapons, donc le peuple Sam ou Sami. Là c'est écrit Sam, dans l'autre c'est écrit Sami, donc je ne sais pas quel est le bon terme. Mais en tout cas ce sont les Lapons ou les descendants des Lapons. Et on a aussi du coup les pionniers, en tout cas c'est comme ça qu'ils sont décrits, donc c'est sûrement des Suédois. Je ne connais pas bien l'histoire de la Suède, alors du coup ça me pose des questions parce que je ne connaissais pas cette histoire-là. Et en effet, apparemment, la Suède, le gouvernement, a vendu des terres où il y avait des forêts où les Lapons faisaient paître leurs reines.
il les a vendus à d'autres Suédois, donc pour qu'ils aient des fermes, qu'ils cultivent, donc ils doivent déboiser pour cultiver après des légumes, des céréales et tout ça. Et ça, je ne connaissais pas. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une animosité entre les pionniers, en tout cas dans les années, au début du XXe siècle, entre les pionniers et les Lapons. Parce qu'en effet, les pionniers, ils viennent là parce que souvent, ce sont des gens qui sont pauvres et qui ont besoin de terre pour cultiver et se nourrir. Mais en même temps, ils prennent des endroits qui étaient aux Lapons, qui leur permettaient de nourrir leurs reines et d'en vivre. Donc voilà, l'État suédois a créé un conflit comme ça. Donc il faudrait que je me renseigne plus, mais c'est hyper intéressant. Et donc voilà, donc j'espère en savoir un petit peu plus, mais là ça fait 2 romans suédois en peu de temps qui traitent du même sujet, et du coup ça permet d'approfondir les choses, et je trouve ça très 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 intéressant. Donc j'en suis à 50%, donc j'espère le finir vite maintenant, parce que je suis vraiment bien dans l'histoire, mais c'est le cas pour celui-ci aussi en fait. Mais hier j'ai pu lire un petit peu, alors déjà dimanche j'ai pu lire, et hier aussi vu que c'est les vacances, du coup on n'a pas besoin de courir pour aller à l'école, faire des trucs, c'est plus soft. Et du coup, hier soir, je vous avais dit que je commencerai lundi un nouveau roman et de préférence auto-édité. Donc j'ai choisi celui-ci, Comme une nuit sans lune, de Lionel Shearer. Donc là, c'est un auteur qui est auto-édité, mais pas ce roman-là. Il l'avait sorti chez une maison d'édition qui était Atramenta, mais sinon, il a d'autres romans qui sont en auto-édition. Donc là, j'en suis arrivée à la page 50. J'ai écrit gros, donc ça va, ça se lit vite. Et l'histoire est bien prenante. Est-ce que je peux vous lire la 4e de couverture ? En tout cas, l'histoire se passe à Montauban, ça je peux déjà vous le dire. Dans le prologue, on a un jeune homme, vraiment très jeune, qui après un match de rugby va faire la fête, la 3e mi-temps et tout. Et il va rencontrer une femme. Et en fait, il va être un petit peu ensorcelé, visiblement, parce que on apprend qu'il a tué cette femme, qu'il l'enterre, et après, il va se suicider. Et ça, c'est le prologue. Voilà. Et après, on commence le premier chapitre, on est 3 ans plus tard. On est 3 ans plus tard, et en fait, on nous parle d'un autre jeune homme, il est peut-être un peu plus âgé, il a peut-être la trentaine, quelque chose comme ça, qui vient de perdre son père d'une maladie, et en fait il va croiser une femme qui correspond à tout point à son idéal féminin en fait. Et petit à petit on comprend qu'en fait cette femme, il la voit comme ça, mais on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment comme ça, parce que en fait cette femme a des pouvoirs de guérison, on va dire, mais c'est pas juste ça. Visiblement elle a un feeling avec les chats, notamment elle aurait pas des conversations, mais presque avec un chat en particulier. Et donc il les appelle les félinelles, je crois que c'est ça. Donc il y a quelque chose un petit peu spécial dans cette histoire, un petit peu surnaturel et tout, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et à chaque fois, la première chose qui se passe dans le prologue, ça se passe un soir de pleine lune. Et donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler après, comment il va raccrocher les wagons et tout. Et pour l'instant, c'est assez chouette, j'en suis au 5e chapitre. Et pour l'instant, c'est très très chouette, ça se lit tout seul et c'est intriguant. Donc voilà, je vous en reparlerai bientôt parce qu'il n'est pas très long. Il fait 380 pages, j'en ai déjà lu 50 pages hier soir sans me forcer. Donc voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ah si, il faudrait que je vous parle du roman d'Aurélie. J'ai plus trop le résumé en tête. Je vais aller chercher mon téléphone. Et j'en profite que ce soit un mois spécial auto-édité pour moi, pour parler d'un roman qu'Aurélie a écrit. Vous savez que je vous parle souvent d'Aurélie qui est à la chaîne Les Mots d'Or. On a fait quelques petites collaborations toutes les deux sur le thème de la lecture. Et en fait, elle a écrit un roman. Alors, elle écrit depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'elle écrit un roman, qu'elle écrit quelque chose pour le faire publier. Et donc, elle le sort en auto-édition. Ça devrait, si c'est pas encore fait, ça sera dans les jours qui viennent, je crois. Et du coup, elle m'avait proposé de le lire en bêta lecture en février ou mars. Je sais plus exactement, mais en tout cas, je l'ai lu. Il était très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je voulais vous en parler parce que on est
au mois de l'auto-édité, donc c'est le bon moment pour vous en parler parce que je vous en avais pas parlé au moment où je l'avais lu. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Elle avait écrit après une 4e de couverture, enfin le texte, elle m'a envoyé le texte qu'elle voulait mettre en 4e de couverture, donc je vais essayer de vous le retrouver. Le titre c'est Après la pluie, le beau temps. Amélie a tout pour être heureuse, un boulot, une maison, des vacances quand elle veut, et pourtant elle se sent vide. Un jour, alors qu'elle décide de faire le grand ménage, elle découvre un objet qui va bouleverser sa vie. Et si un objet pouvait changer votre vie du tout au tout? Alors, dans ce roman auto-édité, on retrouve beaucoup d'Aurélie. Je pense que comme beaucoup d'auteurs qui écrivent leur premier roman, ils mettent beaucoup d'eux dedans. C'est un livre qui est très chouette, ça se passe à Lille, la région où elle vit, avec une jeune femme voilà, qui sur le papier a tout pour être heureuse, mais elle ne l'est pas spécialement, elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, et du coup elle remet toute sa vie en question. Et en fait, oui, elle va tomber sur un carnet dans un de ses meubles. Et en fait, c'est un petit peu énigmatique. Et en fait, dans ce carnet, il y a une liste. Et cette liste, elle va se demander pourquoi, qui l'a écrite, pourquoi. Et elle va se demander, mais est-ce que je ne devrais pas moi aussi faire ça? Et du coup, ça va l'obliger à sortir un petit peu de sa zone de confort. Et surtout, en fait, ce qui n'est pas écrit dans la 4e de couverture, c'est qu'on a l'histoire de 2 personnes. En fait, là, on parle d'Amélie, mais en fait, en parallèle, on va avoir la vie d'une autre personne. Je me souviens plus du prénom. Peut-être Pauline ou Laurence, je sais plus. Mais en fait, du coup, voilà, on va suivre la vie de 2 jeunes femmes en particulier. Et du coup, il y aura une interaction entre les deux. Donc voilà, c'est un roman qui fait à peu près 250 pages, 300 pages. Ça se lit très vite. C'est très chouette. Et comme je vous dis, on retrouve beaucoup d'Aurélie. Mais ça, je pense que c'est commun à tous les premiers romans auto-édités ou peut-être même tous les premiers romans tout court. Mais moi, j'avais bien aimé. Donc voilà. Et je pense qu'il est disponible normalement sur Kindle et en format papier aussi également. Je sais qu'elle veut l'envoyer aussi à des maisons d'édition, mais voilà, le fait de pouvoir le mettre en auto-édité dès maintenant, ça lui permet de faire découvrir son livre dès maintenant sans attendre de réponse à la maison d'édition, parce qu'en plus on sait que les maisons d'édition ne répondent pas toujours, en plus ça peut être très très long, donc plutôt que d'attendre en parallèle, elle le publie en auto-édition. Voilà, donc je m'arrête pour aujourd'hui et du coup je reviendrai dans quelques jours quand j'aurai fini un de ces 3 livres. Je ne sais pas lequel. À plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis dehors pour profiter du soleil, mais je vais peut-être le regretter finalement parce que je l'ai en pleine figure, mais c'est pas grave. Alors, je viens vous voir, on est lundi matin, je viens vous voir parce que j'ai terminé hier 2 livres dans la même journée. Ça arrive souvent quand j'ai plusieurs lectures en même temps de finir la même journée, plusieurs livres le même jour. Donc j'ai fini mon livre numérique et aussi le livre papier. Alors, je vais commencer par le livre numérique qui était La saison des murs, écrit par Ulrika Lagerlöf, je crois. Je vous mettrai de toute façon la couverture, vous verrez bien. C'est un livre qui est sorti ce mois-ci, au mois d'avril, chez Buchet-Chastel, je crois. On est donc en Suède. On est en Suède sur 2 temporalités. On va suivre Siv, qui est une jeune femme, très jeune femme, 17 ans à peu près, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1938-1939, par là. Mais en parallèle, on va suivre la vie d'Eva, qui est en fait sa petite fille. Mais Siv est décédée depuis un petit moment et finalement, Eva se rend compte qu'elle ne sait pas grand-chose de la vie de sa grand-mère et de ses grands-parents en général. Et au début, on est beaucoup avec Siv et petit à petit, plus on avance vers la fin, plus on est avec Eva. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Au début, je ne savais pas trop vers quoi on allait aller, mais en fait, c'est une histoire vraiment de transmission,
de différence entre les générations. Voilà, on voit comment a évolué la Suède entre 1938 et ce qu'elle est devenue maintenant. Le fait qu'elle ait un petit peu renié ses origines. J'en ai appris plus sur comment ont été traités les Lapons et le peuple Sam à partir des années 30 en fait par la couronne de Suède. Donc c'était hyper intéressant. C'est un tome 1 et ça se sent vraiment. Honnêtement, j'ai hâte que le tome 2 sorte. S'il était déjà sorti, je l'aurais lu d'emblée parce que voilà, on sent qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer dans le tome 2. Je ne sais pas si on va rester avec l'histoire de Siv et de Eva, même si je pense qu'on a peut-être la partie la plus importante de la vie de Siv, mais peut-être pas parce que quand on s'arrête dans le livre, elle a, je sais pas, elle a peut-être 20 ans, 22 ans, parce qu'elle a un petit garçon. Mais voilà, je ne sais pas si on va suivre la suite de la vie de Siv ou si on va passer à un autre personnage. C'est assez nébuleux, mais tout est possible. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai même adoré l'histoire. Plus ça allait, plus j'avais envie d'en savoir plus. Donc franchement, c'est hyper bien. En plus, ça m'a permis d'en savoir plus sur la Suède. Des choses qui sont en rapport avec Straff que j'avais lu il y a 1 ou 2 mois. Donc franchement, hyper intéressant. Je vous le conseille fortement. Il fait à peu près 470 pages, donc c'est pas un livre court, mais ça se lit très facilement. Et sinon, j'ai aussi terminé celui-ci, Comme une nuit sans lune, de Lionel Shearer. Donc c'est un auteur qui publie en auto-édition, mais pas que. Il a aussi certains livres qui sont sortis dans une maison d'édition, donc notamment celui-ci, qui est sorti dans la maison d'édition Atramenta, que je ne connais pas, ça va être une petite maison d'édition. Donc, je vous avais dit que l'auteur nous l'avait présenté comme un thriller très noir, très sombre. En fait, je trouve pas. C'est un petit peu spécial à vous raconter, je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, je vais essayer de vous donner envie de le lire parce qu'il est vraiment très bien, mais sans trop vous spoiler. Mais en fait, ça se passe entre Montauban et Toulouse. Au début, ça se passe à Montauban, après je crois que ça se passe plus à Toulouse qu'à Montauban. Mais on est autour d'une affaire... au début, on a un meurtre. On a un meurtre on sait qui fait le meurtre, on sait qui est le meurtrier, et après il se suicide. Ça, c'est dans le prologue. Mais en fait, on se rend compte après, dans la suite de l'histoire, en fait, le roman nous explique comment cet individu, ce jeune homme, en est arrivé à tuer cette femme et pourquoi. Et en fait, on comprend qu'il était sous l'emprise de quelqu'un. Et en fait, l'histoire va tourner beaucoup autour de, comment il s'appelle ? De Jean-Marie, qui est un trentenaire, voilà, qui vit encore chez ses parents, qui a une sœur qui s'appelle Marie-Jeanne. Et en fait, son père décède d'une longue maladie, et suite à ça, 2 femmes vont se rapprocher de lui parce qu'il est censé être l'élu. Je ne vous dis pas pourquoi, vous le saurez dans le livre. Et en fait, elles vont toutes les 2 essayer de l'attirer dans leur filet, parce que elles veulent toutes les 2 tomber enceintes de lui. Et en fait, ces femmes-là ne sont pas des femmes ordinaires. Elles cachent des choses. Alors, l'une, en fait, c'est un peu comme si on avait le noir et le blanc. On a une femme qui est plutôt du bon côté de la force, et l'autre qui serait un peu du côté sombre de la force, voilà, pour résumer un petit peu sans vous en dire trop. Mais du coup, c'était hyper intéressant. Et voilà, ça fait un petit peu, pas surnaturel, mais un petit peu ésotérisme. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Et dans le thriller, là, c'était super bien mené. Franchement, il est hyper bien écrit, c'est surprenant, c'est pas glauque, c'est pas sombre finalement. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Plus j'avançais, plus j'avais envie d'en savoir plus. Et vu que je jonglais entre les deux, c'était pas évident d'avancer. Mais j'en suis très, très, très contente. Donc, je relirai un livre de cet auteur, c'est sûr et certain. Je regarderai si je peux le trouver sur Amazon, ce qui est pas sûr. Mais je regarderai. Et sinon, je regarderai peut-être, je sais pas s'il est sur Instagram ou pas, mais voir s'il est dans des salons prochainement pour lui acheter d'autres livres. Et sinon, j'ai pas avancé dans Un fils en or depuis une semaine, parce que du coup je voulais finir cela d'abord. Et du coup j'en suis toujours à la page 348. Ah si, j'ai peut-être avancé un petit peu, parce qu'avant j'étais à la moitié il y a une semaine.
348, donc il me reste 200 pages. Un petit peu moins de 200 pages. Un petit peu moins. Mais il va falloir que je le continue. Mais hier, j'ai commencé un nouveau livre parce que je vous avais dit que j'avais l'intention de lire un livre en lecture commune avec Alicia. Je lui ai proposé, du coup, elle s'est retrouvée à... Enfin, elle l'a emprunté à la médiathèque et du coup ça faisait un petit moment qu'elle l'avait. Moi du coup je tardais à le commencer, donc elle l'a commencé avant moi, donc là il faut que je la suive quand même parce que sinon ça serait trop bête de lui avoir proposé de faire la lecture commune et que je le fasse pas avec elle. Donc là je l'ai commencé, je vous dis pas ce que c'est, vous le verrez dans le prochain vlog. J'ai lu 92 pages sur les 540 je crois, 570 plutôt. Ouais, donc j'en ai lu un 6e hier soir, c'est déjà pas mal, donc bon, ça se lit très très vite, mais je vous en parle dans le prochain vlog. Donc voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes lectures, que vous profitez bien du soleil de ces dernières semaines, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ciao!